Bonjour, docteur Darien Saumon. Bonjour Grégory. Bonjour, docteur Blondet. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre cabinet pour parler de médecine et surtout du syndicat MG France. Pour commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer la médecine? C'est une bonne question. En fait, je me suis jamais posé la question parce que j'ai toujours voulu être médecin. Donc j'ai jamais, pour moi, c'était une évidence. Je voulais soigner les gens, les aider. Je suis arrivée à mon premier cours de maternelle avec un stéthoscope. Et Ah j'ai oui, attendu vraiment malheureusement. depuis le début, ouais. Oui, voilà. J'ai attendu 15 ans pour avoir mon premier cours vraiment de médecine. Docteur Blondet. Ah, moi, je voulais être ingénieur. Et puis, je voulais construire des ponts. Et on m'a dit non, non, tu construiras les boulons sur les ponts. Donc, du coup, j'ai basculé sur la médecine générale parce que finalement, j'ai découvert que c'était passionnant au niveau science, c'était passionnant au niveau humain, et puis que je pourrais être face aux gens en direct sans avoir tout au-dessus de moi une administration. Et ça, cette liberté, ça me plaisait beaucoup. Alors si on est ici aujourd'hui, c'est pour parler du syndicat MG France. On a eu l'occasion de travailler pour vous au mois de juin. On va en parler tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu concrètement qu'est-ce que c'est MG France? Alors MG France, c'est le principal syndicat de médecine générale pour les médecins généralistes. C'est un syndicat qui a été fondé en 1986 à partir du syndicat historique médical, du premier syndicat historique médical qui a été créé en 1927, la CSMF. Et en 1986, il y a eu une scission et les médecins généralistes ont donc créé MG France pour mieux défendre le métier de médecin généraliste qui a des particularités par rapport aux autres spécialités. Depuis les années 2000, MG France est devenu le principal syndicat des médecins généralistes. Le but, c'est la valorisation du métier de médecin généraliste. Et puis, il participe à l'élaboration de la convention et principal interlocuteur auprès des instances gouvernementales, notamment de la CNAM. Enfin, vous dites que c'est le premier syndicat qui a été créé en France. De médecins généralistes, il n'y en a qu'un seul. Ah, il n'y en a qu'un Il seul. n'y a qu'un seul, c'est le D'accord. seul et unique. C'est le seul et unique. Qu'est-ce qui vous a donc poussé à adhérer à ce syndicat? J'ai choisi de me syndiquer, d'une part pour être défendue en cas de litige, même si ça ne m'est jamais heureusement arrivé pour le moment, pour être au courant aussi de nos droits au niveau personnel et puis les droits de la profession. Hein, puisque le syndicat veille en fait aux avancées législatives. Hein, c'est un métier en fait. Hein, donc pour être au courant, pour se tenir au courant, faut être syndiqué. Ça permet aussi de se sentir épaulé. Il y a une solidarité aussi entre les gens qui sont du même syndicat. Pourquoi se syndiquer? Parce que sinon on est seul face à la caisse primaire d'assurance maladie, face au ministère. Donc en fait, on a forcément besoin de nommer des représentants et on cherche des représentants qui défendent nos valeurs. Et ce qui est très agréable avec MG France, c'est que ce sont des gens, des sacrés combattants qui savent vraiment nous défendre, qui sont très, très actifs, très puissants, et qui sont très créatifs et capables de monter des projets, d'inventer la médecine de demain et de défendre l'ensemble des médecins. Oui. Vous êtes syndiqué depuis quand? Vous êtes syndiqué depuis que vous exercez ou ça s'est pas fait automatiquement? Moi, ça fait très longtemps que je suis syndiquée. Au départ, j'étais pas MG France, j'étais dans un syndicat qui regroupait différentes spécialités, dont les médecins généralistes. Et effectivement, au bout de plusieurs années, je me suis rendu compte qu'on était mieux défendu par un syndicat qui ne s'occupait que d'une seule spécialité, c'est-à-dire la nôtre. Hein, parce qu'on n'est pas toujours forcément bien. Il peut y avoir des problèmes de compréhension entre spécialités, puisque nos collègues ne connaissent pas forcément notre métier, comme nous, on ne connaît pas forcément non plus exactement leur métier. Donc, MG France est vraiment adapté à notre métier. Et vous, docteur Blondet, depuis quand vous êtes syndiqué? Alors moi, je me suis syndiqué dès le départ parce que on peut pas être seul
je dis, face au gouvernement, face à la caisse primaire d'assurance maladie, c'est une évidence. En Allemagne, 90% ou 100% des gens sont syndiqués. En France, on est très peu à être syndiqués. C'est une énorme erreur. Ce qui fait qu'on est tout le temps en train de râler au lieu de travailler d'égal à égal avec le gouvernement. Voilà, donc c'est une évidence qu'il faut faire ça. Et pourquoi AMG? Parce que j'étais aussi dans un syndicat qui s'appelle la CSMF, excellent syndicat, polycatégoriel. Moi, j'ai plutôt un esprit d'être ensemble, donc j'aimais beaucoup ce syndicat. Et c'est vrai que localement, il y a une dynamisme avec le syndicat AMG qui est vraiment, vraiment très, très, très intéressante et très constructive et assez enthousiasmante. Quelles sont les actions qui sont menées par MG France sur la région havraise? Alors, au niveau havrais ou régional, bon, toujours la défense donc des droits des médecins généralistes. Un des volets très importants, c'est la participation à des réunions qui s'appellent la CPL, la commission paritaire locale, et c'est le seul endroit où les médecins peuvent communiquer directement, enfin les délégués élus peuvent dialoguer directement avec les représentants de la CNAM, de la Caisse d'assurance maladie. Voilà, qui permettent donc de parler autour de défendre la convention, de la faire évoluer, de discuter de ses applications. Et ça, c'est très important. L'autre volet, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est d'accompagner nos collègues en cas de litige à la CPAM, quand on a des collègues qui sont mis en cause, en difficulté, voilà. Et puis, là, l'année dernière, on a organisé le congrès donc, national qui a lieu tous les 3 ans. Il a donc eu lieu au Havre. Ça a permis de mettre en lumière un petit peu le Havre. Et donc, un gros congrès, puisqu'il y a 400 participants, 4 ministres, tous les représentants officiels qui étaient là. Donc, on va peut-être On va y développer revenir ça, ouais, tout à effectivement. l'heure. Il y a combien de médecins généralistes en Seine-Maritime et sur le Var, adhérents du syndicat? 15% des médecins généralistes sont syndiqués chez MG France, ce qui est un taux remarquable, parce que je vous dis, en France, on est plutôt à un taux de 5% de gens syndiqués. Alors, rien que dans un seul syndicat, 15%. Ouais, ils étaient quasiment tous présents pour justement les 2 jours Bien au sûr. Carré des Docs au mois de juin. Oui, tout à fait. Et puis pour revenir aussi sur les choses, sur l'actualité, en ce moment, là, tous nos candidats sont partis en campagne pour les municipales. On profite aussi, nous, de cette période-là pour essayer de faire passer des messages auprès de nos politiques, parce que faire remonter un petit peu les besoins de la population et nos solutions. Eux n'ont pas forcément une vision correcte des choses, parce que bon, ils peuvent pas tout connaître, c'est normal. Et nous, on est en contact en direct avec la population et on sait les difficultés et on essaie de les sensibiliser et aux solutions qui nous paraissent, nous, pertinentes. Un sujet qui concerne tout le monde, c'est la désertification des médecins, un petit peu partout en France. Quel est l'état des lieux en Seine-Maritime? Alors, on va plutôt parler du Havre, du coup, parce qu'on a des chiffres extrêmement précis. Alors, désertification, ça concerne 90% du territoire français. Donc, c'est pas une zone précise. Et sur le Havre, précisément, on a 19% de patients qui n'ont plus accès aux médecins traitants et qui ont beaucoup de difficultés aussi à trouver beaucoup de spécialistes. Et on a fait beaucoup de choses sur le Havre pour éviter que ça soit 50% de patients qui n'aient plus de médecin généraliste, parce que il s'est passé là en 5 ans une chute de 50% du nombre de médecins généralistes qui sont partis. 50% en 5 ans. Ça a été une chute extrêmement brutale et pas du tout normale, mais 50%. Du coup, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées, pas spécialement par le syndicat MG, mais le syndicat MG porte un état d'esprit qui fait que les gens, comme je vous l'ai dit, sont à la fois dans la défense, mais aussi dans la construction. Et beaucoup de gens qui sont impliqués dans les CPTS, les maisons, les communautés pluriprofessionnelles de territoire de santé, les maisons de soins pluriprofessionnelles. Beaucoup de ces gens-là sont souvent chez MG. Donc, Et du coup, c'est un sujet qui est souvent abordé, c'est un sujet qu'on aborde de front en apportant des solutions, des idées et voilà. Et quelles sont les solutions qui vont être apportées ou qui sont déjà en action pour
contourner ce Alors, problème? les solutions locales ou les solutions importées par MG? Bah, les 2, enfin, je dirais, les 2 Bah, des les 2 solutions. m'intéressent. Alors, les solutions, elles se ne trouvent pas. Alors, elles sont pas inventées directement par quelqu'un. Mmh. Les solutions, ce sont des gens qui réfléchissent à plusieurs et qui acceptent de réfléchir à plusieurs. Et on part des problématiques communes. On réussit à avoir un dialogue constructif où chacun défend ses intérêts et surtout l'intérêt du patient et de la collectivité. Et quand on part d'un esprit comme ça, et ben, alors qu'au départ, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait pouvoir faire, et ben, du coup, on arrive à construire des projets assez incroyables. Alors, je peux prendre un exemple, ce sont les maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont un grand succès, qui avaient été créées à l'origine pour faire face aux déserts médicaux dans les campagnes et qui est un modèle reproductif et qui attire énormément les jeunes confrères parce qu'ils vont travailler à plusieurs dans un esprit collaboratif, ils vont être plus efficients et améliorer la qualité de leurs soins. Mais on peut parler de bien d'autres projets qui ont été menés dans cet état d'esprit que porte MGF. Et pour rebondir sur ce que dit Mathieu, effectivement, alors les maisons de santé pluridisciplinaires, ça n'a rien à voir avec un bâtiment où on met des médecins, hein, comme souvent des politiques, et ça on essaie de leur dire ça marche pas. Un maire qui décide de faire construire un bâtiment en disant je vais mettre des médecins dedans, non. C'est pas ça une maison de santé pluridisciplinaire, c'est un projet collectif avec effectivement plusieurs professions, des médecins, des infirmières, des paramédicaux, des kinés, et des protocoles qu'on met en place pour travailler tous ensemble, des infirmières, des IPA, voilà. Donc il y a un travail de construction et de volonté de travailler ensemble. C'est pas du tout la même démarche. Et ça part des professionnels de santé et non l'inverse. Il n'y a pas quelque chose qui est imposé par des politiques, voilà, quel que soit leur bord. Voyez? Donc c'est vraiment totalement différent. Et ce qui marche pour fixer des gens sur un territoire, c'est la formation. En J'allais y médecine, venir, ouais. voilà. Mmh. Bon. Non, mais allez-y. Donc c'est la formation. En fait, en médecine générale, depuis les années 2000, on est nombreux à être maîtres de stage universitaires et on fait un compagnonnage direct avec dans nos cabinets un étudiant en médecine à différents niveaux. Ça peut être des 5e années, des 8e années, des 9e années. Bientôt, on va avoir les 10e années. Et qui travaillent avec nous, hein, qu'on forme, et puis qu'après, qui volent de leurs propres ailes. Et s'ils se sentent bien avec leur maître de stage et qui commencent à trouver leur marque sur le territoire, après, ils restent. Hein, nous, si je prends mon exemple personnel, on a ouvert une maison de santé pluridisciplinaire en 2018. On était 2 médecins généralistes, 1 kiné. Actuellement, on est 7 généralistes, 9 kinés, 2 infirmières, une assistante médicale. Voilà. Parce qu'en fait, les étudiants, s'ils se sentent bien, ils restent. À notre niveau, c'est pareil, même exactement le même état d'esprit. Et du coup, on est passé de 3 médecins généralistes à 7 médecins généralistes. Et puis surtout, on a formé plein d'autres médecins qui, eux, sont restés dans le territoire, pas dans notre cabinet, mais se sont implantés en ville. Voilà. Et le nombre était extrêmement important. Si on prend le nombre de médecins, des jeunes médecins qui sont installés au Havre sur ces dernières années, c'est des gens qui sont passés dans les cabinets médicaux. Et il y a beaucoup de médecins généralistes au Havre qui sont impliqués pour être maître de stage. Il y a une forte dynamique et c'est très dynamisant parce que ça attire beaucoup de jeunes médecins. Et comme on parle aussi entre nous, on se forme aussi entre nous, du coup, ça crée une attractivité pour le territoire très importante. À tel point que je vous dis, on devrait avoir un creux de 50% de médecins et finalement, on en a attiré beaucoup. Et aujourd'hui, le nombre de médecins qui part est compensé par le nombre de médecins qui arrivent. C'est strictement égal aujourd'hui. Pour rester sur la formation, est-ce que MG France, elle propose des dispositifs spécifiques pour la formation? Tout à fait. C'est une excellente question qui me tient à cœur. Oui, alors peut-être que vous pouvez l'expliquer d'ailleurs pourquoi ça vous tient à cœur. Oui, parce que je suis présidente de MG Form Normandie, dans lequel je m'implique beaucoup. Voilà, c'est une activité que j'aime beaucoup. Donc comme la plupart des syndicats, on leur branche de formation, donc MG France aussi, donc qu'on appelle MG Form. Ça a été créé, donc je vous rappelle
rappelle, MG France a été créé en 1986 et MG Form en 1988. Donc au niveau national, il y a quand même plus de 700 formateurs, il y a plus de 300 sessions de formation d'organisées par an. On est organisé en régions, donc il y en a 18, dont l'outre-mer. Et puis, on aborde vraiment plein de sujets différents. Pour la Normandie, par exemple, pour 2026, au jour d'aujourd'hui, on en propose déjà 23. Il y en aura d'autres encore en cours d'année de proposer. Puis vraiment sur des sujets complètement différents. Donc, ça peut être vraiment de l'exercice clinique mais ça peut être aussi le plateau technique du médecin généraliste. Ça peut être sur la communication. Ça peut être sur l'échographie. Voilà, la montée de compétences. On participe à la montée en compétences du médecin généraliste. Ça, c'est vraiment une notion aussi importante en ce moment avec la désertification médicale. C'est pas qu'au niveau des généralistes, c'est toutes les spécialités. Hein. Et nous, on se retrouve à gérer en tant que médecin généraliste actuellement des choses de plus en plus lourdes. C'est aussi la notion de multimorbidité parce que la population vieillit. Donc, on a des dossiers de plus en plus lourds. Et aussi, on se retrouve à gérer des dossiers plus complexes. Et puis, on est en première ligne. Et derrière, on a peu de confrères spécialistes qu'on peut solliciter, malheureusement. Donc, effectivement, on augmente progressivement nos compétences. Et MG Form Normandie, on n'est pas le seul, hein, mais participe à cette reformation, à cette montée en compétences des médecins généralistes, grâce à l'échographie, la dermatoscopie aussi, qui a beaucoup pris sur le territoire, hein, qui marche bien. Oui, il y a d'autres organismes de formation et au WAF, on en a un qui est particulièrement intéressant qui s'appelle l'AHFMC. Et alors, il est intéressant parce que l'esprit de cette formation, c'est de réunir l'ensemble des spécialistes et des généralistes, des libéraux et des hospitaliers. Et on organise des congrès, des grandes soirées, des week-ends de formation qui ont deux buts. Un, c'est se former et d'apprendre à mieux travailler ensemble. Et puis deux, de se rencontrer, de discuter pour pouvoir améliorer les filières de soins pour nos patients. Toujours sur AMG Form, on organise aussi des sessions à l'étranger pour, par exemple, maîtriser l'anglais médical. Ça, c'est important. Et on invite nos internes aussi, parce qu'on parlait de la maîtrise de stage. On est donc maître de stage universitaire. On invite nos internes aussi à nos formations parce que d'abord, ce sont souvent des sujets qu'ils n'abordent pas à la fac. Et puis, deuxièmement, pour leur montrer qu'il existe, qu'on continue à se former tout au long de notre vie. Hein, parce qu'on perd, parce qu'il faut se former, la formation continue, c'est très important. MG Form, oui, j'ai oublié de préciser des choses extrêmement importantes à propos de MG Form, c'est qu'on est indépendant de toute industrie pharmaceutique, qu'on est uniquement financé par des fonds publics, parce qu'on appelle la DPC et le FAF, c'est un petit peu technique, mais enfin c'est uniquement des fonds publics, et on est indépendant de toute industrie pharmaceutique, ça c'est très important. Et on invite, je vous dis, les jeunes confrères en cours de formation. Et quand elle dit MG invite, c'est invite, c'est-à-dire gracieusement, ne fait pas payer. Alors qu'on sait que tous les organismes de formation font payer, ça coûte cher une formation. Mais là, c'est gratuit. Là, on offre aux internes la formation. Et puis, comme vous le dites, la formation, on se forme tout au long de notre vie. C'est aussi parce que les technologies évoluent. Je ne sais pas si on aura eu l'occasion de l'aborder, mais l'intelligence artificielle arrive aussi un peu dans votre métier. Donc, j'imagine que il faut sans arrêt se remettre en question et s'adapter à tout ça. Oui, donc la formation, c'est indispensable. Parce que la moitié de nos connaissances sont périmées en 5 ans. Hein, donc, on est obligé d'apprendre tout le temps. Deuxièmement, il faut qu'on continue à améliorer la qualité des soins. Et puis, il faut qu'on apprenne maintenant de nouvelles compétences, puisque les spécialistes sont de moins en moins accessibles. Donc, on est obligé d'avoir de nouvelles compétences, de nouvelles techniques. Et ça, c'est massif. Et puis, c'est un énorme moyen aussi pour prévenir l'isolement professionnel, puisque quand vous venez vous former, vous rencontrez d'autres confrères, c'est convivial, c'est agréable, et du coup, ça vous redonne de l'élan et ça lutte vraiment contre la prévention du burn-out, qui menace énormément les médecins qui travaillent seuls.
Donc je voulais ajouter par rapport à ce qu'a dit Mathieu que en fait les recommandations elles évoluent sans cesse. Donc c'est pour ça que comme a dit Mathieu, il faut qu'on sans cesse qu'on mette nos connaissances à jour, que ça permet de sécuriser les soins en fait, hein, les gens qui se forment régulièrement. On est beaucoup plus, le patient est beaucoup plus en sécurité. Et puis c'est une obligation en fait, c'est une obligation normalement réglementaire Mhm. aussi. Je voudrais revenir sur le désert médical. Euh, la téléconsultation, est-ce que c'est une solution ou... Non, la téléconsultation, c'est certainement une aide dans les déserts médicaux réels parce que vous êtes extrêmement éloigné de tout accès aux soins. Non, au War, on a une chance énorme, c'est que même si 19% des patients n'ont pas de médecin traitant, il y a ce qu'on appelle le système d'accès aux soins et tout patient, quel qu'il soit, quel que soit son âge, même s'il peut pas se déplacer, de toute façon, on est en capacité de lui assurer une consultation dans les 48 heures. Mhm. Et du coup, une consultation physique où on voit les gens, on les entend, on les voit, on peut les toucher, et on connaît parfaitement ensuite tout le réseau autour de nous, et du coup, on peut apporter des soins efficients et poursuivis. Alors, quand on les consultations, bah, vous n'avez pas les mains, vous n'avez pas l'odeur, vous avez rien. Et du coup, bah, la qualité des soins est beaucoup plus difficile le diagnostic est beaucoup plus difficile à poser. Et souvent, bah, finalement, ça déclenche non seulement une consultation qui aboutit souvent à pas grand-chose, mais en plus de ça, bah, souvent, ça déclenche le besoin de faire une biologie pas forcément utile, de faire des examens complémentaires d'imagerie, alors qu'il suffisait juste d'examiner avec une main. Enfin, c'est très dispendieux, peu efficace. Alors, c'est efficace et très intéressant quand c'est plutôt avec le médecin que le patient connaît. C'est très efficace quand c'est le médecin qui déclenche, voilà, parce que la secrétaire estime mais pas quand c'est le patient qui estime, c'est plutôt quand la secrétaire ou quand le médecin estime, là, ça devient très pertinent. Et puis, c'est peut être très efficace dans le système d'accès aux soins quand ça a été évalué par un médecin régulateur qui dit, oh là là, là, c'est bon, on va l'envoyer en téléconsultation ou là, je vais l'envoyer en présentiel. Et là, on a quelque chose de très pertinent. Et puis, Ce qu'on appelle la régulation. ouais. Et puis, très, très nouveau et très intéressant, c'est qu'on a beaucoup de médecins en fin de carrière qui commencent à être fatigués, abîmés physiquement, ou qui sont handicapés, ou des femmes qui sont en fin de grossesse ou au début ou avec de très jeunes enfants. Et ça permet à ces médecins-là, et ben, du coup, qui étaient plus sur le territoire, qui pouvaient plus travailler, et tout d'un coup, ils peuvent à nouveau travailler. Et du coup, ça permet de trouver de nouvelles consultations, et donc c'est de nouveaux professionnels pour travailler, et ça, c'est très, très, très positif pour le territoire. Mm. Et faut pas confondre aussi téléconsultation et téléexpertise. La téléexpertise, en revanche, est extrêmement pertinente. Et là, on a vraiment avancé rapidement sur plein de choses grâce à la Il faut téléexpertise. nous expliquer Oui. justement la nuance entre les deux. La téléexpertise, c'est quand un médecin, par exemple un médecin généraliste, sollicite un spécialiste Mhm. pour avoir un avis rapide, en fait. Donc, téléexpertise, là, du coup, le médecin généraliste va faire, par exemple, en dermato, on peut faire une dermatoscopie, c'est une espèce de microscope qui va agrandir la lésion. Euh, S'il a été formé, il va pouvoir voir si la lésion est suspecte ou pas. Et s'il estime qu'elle est suspecte, envoyer des images, donc des images macroscopiques donc, du patient et ensuite microscopiques de la lésion, mais il sait faire, ce sont des images qu'il a Très appris à qualitatif, faire, hein. très pertinentes, qu'il va envoyer directement au médecin spécialiste. Et là, le patient, il est pris en charge. Le lendemain, il est pris en charge et c'est vraiment suspect par le dermato. Et Pour ça vous donner fonctionne très un bien. exemple de l'efficacité de ça, l'histoire s'est déroulée avant-hier. Une infirmière repère une lésion bizarre chez une patiente. Elle m'envoie des photos de qualité correcte. Euh, je suspecte une maladie grave. J'envoie ça directement au dermatologue avec tout le contexte clinique parce que je connais parfaitement bien la patiente. Et à l'histoire et vu la vision, tout de suite la patiente a été orientée à l'hôpital et dès le lendemain a commencé un traitement complexe et coûteux.
Et voilà, alors comme on n'était pas dans une ultra-urgence, on aurait laissé traîner probablement cette patiente-là. Les soins auraient débuté avec 3 semaines de retard, avec des lésions bien plus importantes. Les connexions sont beaucoup plus rapides aujourd'hui. Ah, c'est formidable. Mm, Ouais. mm. Là, c'est un taux de satisfaction pour les patients, pour les professionnels. C'est exceptionnel. Alors, on va y venir. Enfin, le congrès, Le Havre a eu l'honneur Oui. d'organiser le congrès au mois de juin. Est-ce qu'on peut en parler et quels ont été les enjeux de ce congrès? Et aussi pour vous, Normand et Havrais, de l'organiser ici. Ah bah nous, pour nous, Normands, ça a été déjà un plaisir d'organiser ce congrès-là tous ensemble. On s'est bien amusés. Ça a été beaucoup de travail, mais bon, ça a permis d'avoir un éclairage sur le Havre, sur notre travail, sur notre organisation locale, un petit peu tout ce qu'on a décliné, mettre en valeur notre équipe normande aussi. Bon, ça, Et la ville? et la ville, ouais, on a fait quand même venir, il y a eu Et 400, Gattaca Studio, hein, qui a et fait très Gattaca bien mieux. Studio, oui, voilà. Ah, Remarquable. on est là pour ça. Grâce à ça, plutôt. Donc 400 participants qui sont venus au Havre, c'était pas gagné au départ, mais on a réussi. Très bonne ambiance, tous 4 ministres, le directeur de la PHP, le directeur de la CNAM, Monsieur Fatoum, donc la présidente évidemment de MG France, Agnès Gianotti, Édouard Philippe évidemment aussi. Enfin, tout le monde a répondu présent, tout le monde est venu. Voilà, ça a été un succès sur tous les plans, je crois. Et Et après 8 mois, ça fait à peu près 8 mois que ça s'est déroulé. oui, Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui ont abouti grâce au congrès? Une des choses très concrètes, c'est que pendant ce rassemblement, il a été annoncé que 90% des médecins pourraient bénéficier d'un accompagnement financier pour pouvoir prendre en charge les docteurs juniors. Au début, c'était que 10%, et devant la masse de médecins, il fallait que les ministres prennent une décision, et c'était un accélérateur de décision très intéressant. Ouais. Donc oui, ça aboutit à quelque chose de massif. Et les ateliers, les débats qui ont eu lieu pendant ce congrès-là, est-ce qu'on pouvait nous en parler? Quels sont les sujets qui ont été abordés, par exemple, dans les voilà. débats? Un des sujets importants qui a été abordé par notre présidente, ça a été la transparence au niveau des IJ. Parce que ça, donc les IJ, c'est les indemnités journalières, mais les arrêts de travail. Ça, c'est un point quand même, ça a été un point de friction, de tension. Effectivement. Voilà, si on parle du syndicat. Donc donc Agnès Gianotti a développé cette notion de transparence au niveau des IJ, parce que c'est souvent le médecin traitant est mis en cause. En fait, il y a une différence de vision entre la CNAM qui va essayer qui suit des algorithmes qui sont un peu mystérieux. D'ailleurs, on n'arrive pas à avoir à savoir comment ils sont élaborés. Il y a une discordance entre une vision macroéconomique qui est nécessaire, évidemment, c'est de l'argent public. Et puis nous, tout seuls dans notre cabinet, où on a un patient et donc c'est discordant, forcément. Donc il faut arriver à s'entendre. C'est trop facile de pointer le médecin généraliste en disant que c'est lui qui est responsable. C'est pas si facile en pratique quand vous avez quelqu'un qui est en position désespérée en face de vous ou qui ne peut plus travailler physiquement. Donc il y a cette discordance-là. Et Physiquement et psychologiquement aussi. voilà, psychologiquement aussi, oui, tout à fait. Donc voilà, ça c'est un vrai sujet. D'autant plus qu'il y a une grosse campagne de com, même sur les radios à la rentrée, que c'est vraiment le sujet du moment. Voilà, oui. Ouais, c'est un sujet, et il a une bonne raison d'être le sujet du moment, parce que ça représente 20 milliards chaque année, ces arrêts de travail. C'est considérable. C'est essentiellement les arrêts de travail prolongés, et une bonne partie des arrêts de travail prolongés sont dus à une mésentente qui devient pathologique pour le patient, mais une mésentente entre
le professionnel et son entreprise. Mm. Et du coup, c'est très délicat et c'est plus du tout médical en fait. C'est très délicat de trancher. On voit quelqu'un qui souffre, mais souvent cette personne qui souffre, c'est pas forcément dû que à l'entreprise. Et du coup, on a besoin d'être aidé pour travailler plus intelligemment avec les entreprises, avec la caisse primaire d'assurance maladie, pour essayer de mieux aider nos patients. Et ça, c'est quelque chose qui aiderait beaucoup. Est-ce que c'est aussi des sujets de tension avec des patients pour vous Avec Non, nos ça, propres patients, pas tant que ça. C'est surtout quand on est en garde que le problème se pose. Avec nos propres patients, vous alors les ça, c'est connaissez une depuis grosse longtemps. force du médecin traitant, c'est que il connaît ses patients, il repère ceux qui sont des abuseurs, et puis il les remet gentiment en place. Et puis, et voilà. Mais par contre, en garde, c'est C'est impossible de savoir. Et donc, c'est extrêmement délicat parce que ne pas faire un arrêt de travail suffisant à quelqu'un qui en a vraiment besoin, c'est un problème. Et ne pas et le faire trop long pour Et puis quelqu'un quand qui vous abuse. connaissez pas le patient Voilà, depuis voilà. longtemps, Et donc, difficile de c'est savoir si... d'où l'intérêt d'avoir un médecin traitant. En termes économiques, qualitatif, c'est très très important, mais d'un point de vue économique, le médecin traitant fait faire des économies. Le principe même entraîne des économies considérables. Et sur les ateliers qui ont été proposés pendant le congrès, Oui. je parlais tout à l'heure des échographies, par exemple. Voilà, oui. Donc ça, on a fait plusieurs ateliers d'échographie. C'est dans quel objectif, justement, cet atelier, par exemple, C'est pour que en fait, il y a de plus en plus de médecins généralistes, enfin ça commence, qui commencent à pratiquer les échographies dans leur cabinet. Il faut dire Parce que qu'aujourd'hui, technologiquement, c'est possible. c'est possible, alors c'est coûteux, mais c'est possible. Justement, des formations comme MG Form permettent d'accéder aussi, de se former à l'échographie. C'est un outil qui est dans les autres pays européens, dans beaucoup de pays, même pas que européens, c'est enseigné dès la fac en médecine générale. Ça fait partie vraiment de leur cursus. Ça permet d'aller plus vite et puis plus loin sur certains diagnostics. Hein, il y en a qui comparent ça un petit peu au stéthoscope du 21e siècle. On peut, je pense que c'est pas une mauvaise image, effectivement. C'est vraiment un bel outil intéressant qui n'est pas irradiant, qui est pas et il y a différents niveaux. On ne se substitue pas du tout au radiologue, mais on peut éliminer très rapidement certains diagnostics, hein, ou reconnaître aussi des choses qui sont normales et non pathologiques. Et ça, c'est déjà très important. Et actuellement, le délai, par exemple, au Havre, pour avoir une échographie, on est à près de 2 mois quand même. Donc c'est... Ça peut désengorger un peu. Tout à fait. Mais même sans désengorger, on est vraiment... Il a été prouvé qu'un médecin qui a un certain niveau déjà de compétences médicales, avec l'échographie, déjà passe à un niveau supérieur, à partir du moment où il commence à maîtriser certains gestes. Et outre cet atelier-là, qu'est-ce que vous avez pu proposer? Il y a eu beaucoup de choses, des ateliers sur l'intelligence artificielle, sur les nouveaux métiers autour du médecin généraliste, qui entourent le médecin généraliste, notamment les assistants médicaux, les infirmières, les IPA. Il y a eu des ateliers sur Soignons les soignants. Ça, c'est intéressant de voir que ce sont des sujets qui émergent là, depuis plusieurs années, parce qu'en fait, il y a quand même une grosse souffrance aussi du côté des soignants et qui ne sont pas forcément bien soignés pour diverses raisons. Voilà. Hein, quand on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est vrai. 90% des médecins généralistes n'ont pas de médecin traitant. Ah oui. Voilà, C'est plus qu'énorme. Oui, et puis il y a une culture aussi et le taux de burn-out est le plus important de toutes les professions. Médecin et infirmier. Et dans le burn-out, faut tout bête, mais on dit toujours on va tenir. Et c'est donc très important qu'il y ait des veilleurs et des médecins qu'on soit tous formés à veiller les uns sur les autres, parce qu'on veille jamais sur nous-mêmes, on veille sur l'autre, et on repère qui va rentrer en burn-out. Et c'est ça que vraiment dans le congrès qui a été vraiment bien mis en valeur.
Dans les choses aussi très très importantes qu'ont apporté le congrès, ça a été l'annonce de ce qu'on appelle un référentiel métier. Les personnes dans les politiques, clairement, ne sait ce que fait un médecin généraliste. C'est incroyable. Tout le monde sait ce que fait un spécialiste, c'est facile. Mais le médecin généraliste, c'est tellement vaste. Et vu que les politiques sont plutôt des gens jeunes et plutôt en bonne santé, quand ils voient un généraliste, c'est plutôt rare, et c'est plutôt pour une banale rhinite, cystite, des choses assez simples. Donc il a l'impression que le généraliste, c'est ça. Alors qu'en fait, nous, notre cœur de métier, c'est quand même, et sont beaucoup les patients polypathologiques, qui sont plutôt en arrêt. C'est des patients âgés qui ont une multiple complexité de pathologies. Et ça, ils ne savent pas, puisqu'ils nous ont jamais vu travailler. Et voilà, donc eux, ils peuvent pas expliquer aux politiques. Du coup, il y a eu un énorme travail qui a été fait par notre ancien président du syndicat, et qui a avec des spécialistes, avec des gens de tous les corps de métier, essayer de montrer ce qu'on fait. Et c'est un énorme document qui maintenant va être diffusé et enseigné dans toutes les écoles de gestion de santé publique. Et même pour nous, on peut maintenant enfin expliquer à nos députés, aux sénateurs, voilà, ce qu'on fait. Voilà. Docteur Battistoni, Ouais. qui a fait un travail mais fabuleux. Effectivement, un travail essentiel. Première fois qu'il y a vraiment un référentiel sur notre métier d'établi. Vous le disiez tout à l'heure, on a eu l'honneur de la visite de ministre, et le fait, évidemment, un peu l'instabilité à ce niveau-là, ça remet les cartes sur table à chaque fois, ou le fait de changer de... Ah oui, c'est un vrai problème hein, d'avoir 8 ministres en 8 ans, c'est massif, Oui. parce que Si on redémarre les dossiers quasiment de A à Z, ouais, quasiment. c'est une autre vision à chaque fois. Ah oui, les pauvres, imaginez que nous, on a nos problèmes déjà de médecins généralistes qui, vous avez vu, sont déjà assez riches, mais imaginez qu'on est une petite partie. Après, il y a les problèmes des hospitaliers, après, il y a les problèmes des patients handicapés, le problème des gens qui ont des cancers. Enfin, c'est énorme, La c'est dépendance. énorme. La Hein. dépendance, c'est un gros Le problème budget de la actuellement. sécurité sociale, c'est l'équivalent, c'est plus gros que le budget de l'État. Hein. Donc, le gars, il est ministre tout seul pour gérer un tel budget. Et donc, les champs de compétences sont très complexes à acquérir en aussi peu de temps. Alors, le congrès a eu lieu au Havre. Ça a lieu tous les 3 ans. Ça se passera où, là, dans 2 ans maintenant? Enfin, À 2 ans et demi. Paris. À Paris, d'accord. Donc, on transmet le flambeau. Comment ça se passe? Oui, là, c'est l'équipe de la région parisienne Qui est en charge qui est en charge de l'organisation. Ah oui, on lui transmettra le flambeau qui sera constitué de galets et de cerfs-volants. Et non, des conseils, il n'y a pas de demande de conseils quand vous Oui, avez fait bien ça? sûr, bien Oui, sûr. on échange. Les choses qui ont fonctionné, à renouveler, Tout à les fait, choses qui, oui, justement, au contraire, qui ne l'ont pas. On a fait une grande réunion après le congrès, effectivement. Il y a un petit débriefé. Bien sûr. Ok. Et faire un cahier de transmission des bonnes pratiques. Alors, pour terminer cet entretien, quel message vous pourriez adresser aux médecins généralistes du Havre qui n'ont pas encore adhéré à MG France, qui souhaiteraient ou qui seraient intéressés d'échanger sur ce sujet? D'abord, syndiquez-vous si vous n'avez pas compris ça, syndiquez-vous. Et puis après, MG offre beaucoup de qualités humaines et efficacité pour le patient comme pour le médecin. Et je crois qu'on est très 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 bien défendu et on est très entreprenant. Donc vraiment un très beau syndicat. Mais avant tout, syndiquez-vous. Et sur le Havre, il y a des contacts, ou un bureau où on peut s'adresser? Alors, un bureau, non. Des contacts, c'est nous. Oui. Donc, on mettra ça en description pour les médecins qui pourraient être voilà. Adhérer. Et puis, oui, restez pas seul. Hein. Très bien. Alors, c'est un premier rendez-vous que nous venons de réaliser. On a pour ambition de proposer une émission régulièrement autour de la santé avec les médecins généralistes du Havre. Le premier thème qui sera proposé, ça sera autour de l'activité physique. Est-ce qu'on peut en parler très très brièvement, un peu pour
pour donner envie aux gens de venir voir cet épisode. L'activité physique, la thérapie du futur. Excellent. Hein. Non, c'est la santé vient en bougeant, c'est spectaculaire. Hein. On peut réduire de 40% les maladies cardiovasculaires, de 50% le diabète, de 50% l'Alzheimer, réduire de façon considérable l'obésité, les troubles de l'attention chez le jeune, et de 70% les états dépressifs, voire les dépressions légères à modérées. Et le cancer. Et une réduction de 30%, jusqu'à 50% de certains types de cancers, 30% de l'ensemble des cancers, et jusqu'à 50% de récidive de certains cancers. Très bien. Donc, on donne rendez-vous aux gens qui nous suivent Voilà. de découvrir cet épisode. Ouais, venez en marchant découvrir cette nouvelle émission. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Et à très vite donc, pour cet épisode Eh ben, merci. Avec sur plaisir. l'activité physique. Avec grand Merci. plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.